Bonjour à toutes et à tous. En 2050, il y aura sur notre planète entre 9 milliards et 10 milliards d'habitants. Autant de bouches à nourrir et autant dire qu'il va falloir produire beaucoup plus de denrées alimentaires. Mais attention, pas n'importe lesquelles, des aliments qui, bien entendu, soient bons pour notre santé et riches en protéines, des aliments qui aussi soient accessibles économiquement à toutes les populations partout dans le monde. Et puis, il faut aussi que ces productions agricoles n'épuisent pas les terres cultivables, mieux qu'elles les enrichissent en matières organiques et qu'elles contribuent aussi à lutter contre le changement climatique. Vous imaginez, l'équation n'est pas simple à régler et pourtant, la FAO, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, propose une solution et cette solution, ce sont les légumineuses. On les appelle aussi les légumes secs, par exemple les haricots, les lentilles, les pois. Alors, pourquoi et comment ces graines sont-elles l'avenir de notre alimentation? Eh bien, pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau 3 experts. Le docteur Ruth Charondière, bonjour, vous êtes de la division nutrition et système alimentaire de la FAO. Jean-Michel Chardini, vous êtes chargé de mission protéines saines et durables à l'INRA, c'est l'Institut national de recherche agronomique. Et Laurent Rousseau, vous êtes directeur de Terre Univia, c'est l'organisation professionnelle des huiles et protéines végétales. Et vous regroupez tous les producteurs, enfin quasiment tous les producteurs de ce domaine, c'est combien à peu près? Oh, c'est 100 000 producteurs. D'accord. Alors j'ai été assez surpris d'une chose quand même en travaillant sur ce dossier, c'est que la France est bien placée dans la production en Union européenne de légumineuses, le premier producteur quand même. Oui, à la fois elle est bien placée, mais on aura l'occasion de le revoir. Elle est bien placée, mais elle a encore beaucoup de déficits à combler. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire, voilà. Et ça on ne va pas manquer d'en parler dans cette émission. Docteur Charondière, la première question, bien sûr, je viens vers vous parce que 2016, vous avez décidé, pas vous, mais la FAO, enfin plus exactement par la voie de la FAO ou proposition de la FAO, l'Organisation des Nations Unies, a décidé que 2016 serait l'année des légumineuses, année internationale des légumineuses. Pourquoi? Est-ce que ça signifie qu'on les avait un peu oubliées, ces légumineuses? Malheureusement, vous avez bien raison parce qu'on avait vu que la production et aussi la consommation mondiale est dans la mauvaise pente et on aimerait bien que la pente est renversée et que dans le futur, on va remanger beaucoup plus de légumineuses et les produire aussi. Et en fait, on a remarqué que la demande est beaucoup plus grande que la production. D'accord. On va développer ça dans cette émission, puisque c'est l'objectif de cette année internationale, c'est de faire en sorte de donner un nouvel essor à ces cultures de légumineuses. Alors, nos principales sources de protéines aujourd'hui sont d'origine animale, c'est-à-dire la viande, le poisson, les œufs, les insectes dans certains endroits, non, pas beaucoup. Et puis, pour satisfaire les besoins de la population mondiale, à l'avenir, il va forcément falloir diversifier nos sources de protéines. Je vous propose donc de regarder d'abord, pour remettre les choses au point, cette petite animation. Il en faut combien des protéines pour nourrir tout le monde? Faisons le calcul. Les apports nutritionnels conseillés en France sont de 0,83 g de protéines par kilo et par jour, soit 58 grammes pour un homme de 70 kilos. Allez, on va arrondir, on va dire environ 60 grammes par jour et par personne. Pour 7,5 milliards d'habitants, ça fait environ 450 millions de kilos de protéines par jour pour répondre aux besoins de tous les habitants de la planète. Ah bah dis donc, ça fait beaucoup ça. Et en 2050, nous serons 9 milliards d'habitants. Donc il va en falloir encore plus. Et on a assez de protéines pour tout le monde? C'est là toute la question. La production de nos aliments a un impact sur notre environnement et sur les ressources naturelles de la planète. Consommation en eau, émissions de gaz à effet de serre, épuisement du sol. Donc, on ne peut pas produire à l'infini et n'importe comment. Mais on ne peut pas arrêter de manger non plus. Non, bien sûr, mais on peut le faire différemment. Un des grands enjeux de l'alimentation de demain sera de couvrir les besoins en protéines de tous les habitants de la planète. Ça commence par une évolution de la production.
Imagine, il faut 5 tonnes de protéines végétales pour produire 1 tonne de protéines animales. À l'inverse, les protéines végétales peuvent être produites avec un faible coût énergétique et environnemental. Les légumineuses, par exemple, comme les pois ou le soja. Elles hébergent dans leurs racines des bactéries qui vivent en symbiose avec elles. Ces dernières sont capables de transformer l'azote de l'atmosphère pour qu'il soit directement utilisable par la plante. Mieux, le surplus d'azote non utilisé par la plante s'accumule dans le sol et devient disponible pour les plantes voisines ou celles qui sont cultivées après. Au final, on réduit les apports en engrais chimiques et les émissions de gaz à effet de serre. C'est bon pour nous et pour la planète. Ça veut dire qu'il faut qu'on arrête de manger de la viande? Non, mais il faut réajuster le contenu de nos assiettes. Dans les pays occidentaux, nous consommons trop de protéines animales. Elles représentent les 2/3 de nos apports en protéines. Il faudrait réduire l'apport en protéines animales et augmenter celui en protéines végétales pour arriver à du 50-50. Cela permettrait à une plus grande partie de la population mondiale d'avoir accès aux protéines animales. Nos ressources naturelles ne peuvent pas produire à l'infini. Il faut donc rééquilibrer et diversifier notre offre alimentaire pour que tout le monde puisse y avoir accès à l'échelle de la planète. Petit rappel. Et puis un autre rappel tout de suite quand même, Jean-Michel Chardini. Rappelez-nous quand même à quoi servent réellement les protéines pour nos organismes, qu'elles soient d'ailleurs d'origine végétale ou animale. Alors, les protéines, de manière un peu schématique, c'est quand même la construction de la charpente de l'organisme. On a besoin de matières grasses, on a besoin de sucre, de glucides, bien évidemment. Mais les protéines, c'est la charpente, et quand on perd la charpente, il n'y a plus personne. D'accord. Mais alors aujourd'hui, on met l'accent, on focalise sur les protéines, mais il y a aussi les glucides, il y a aussi les lipides. Alors pourquoi tout est focalisé d'un seul coup sur les protéines? Expliquez-nous. Alors, les besoins au niveau mondial, et comme ça a été rappelé par rapport à la population en 2050, on sait très bien qu'on aura des ressources pour les glucides et pour les lipides. On n'aura pas les ressources si on continue à consommer comme on le fait dans nos pays. On n'aura pas les ressources pour couvrir les besoins en protéines de nos 9 milliards de concitoyens sur la planète. Et les protéines, on ne les stocke pas en plus. Alors les protéines, effectivement, à l'échelle de l'organisme, on ne les stocke pas, contrairement au sucre et aux graisses. On sait bien que les graisses, on peut les stocker facilement, peut-être trop facilement d'ailleurs. Donc il faut Mais en avoir en permanence. les protéines, il faut en apporter en permanence, de façon équilibrée, à l'échelle de chaque repas, pour pouvoir maintenir sa masse musculaire notamment, et aussi son squelette. D'accord. Docteur Charandière, quand on dit que chez nous, dans nos pays dits développés, notre alimentation est trop riche en protéines animales, en fait, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que ce n'est pas très bon pour la santé? Je pense qu'on peut conclure qu'il y a des problèmes pour la santé quand on en mange trop de viande, comme on le fait dans certains pays. Ce n'est pas bon pour tout ce qui est, par exemple, le cancer de côlon. Ou d'autres maladies cardiovasculaires. Ouais. Ça, ce sont les principaux maladies qui sont associées avec la consommation de viande qui est trop élevée. D'accord, mais on sait que la viande quand même apporte des protéines et tous les acides aminés de façon assez complète. Est-ce qu'on peut retrouver dans les légumineuses non seulement les protéines, mais aussi tous les nutriments qu'on peut trouver dans la viande? Ah non, on ne peut pas. On ne peut pas? Non. C'est pour ça, c'est pas bien de manger. C'est difficile, par exemple, pour la vitamine B12. On n'a que dans les produits d'aliments d'origine animale. Et ça, on ne trouve pas dans les légumineuses. Donc, c'est pour ça qu'on dit que si on veut ne pas manger aucun aliment d'origine animale, il faut avoir une connaissance très profonde en nutrition. Il y a aussi tout ce qui est, par exemple, les vitamines A, D et E. On a plus dans la viande que dans les légumineuses. D'accord, Jean-Michel Chardini, ça veut dire qu'il faut, quand on veut se procurer des protéines d'origine végétale, il faut faire un savant mélange? Alors effectivement, les légumineuses seules n'apportent pas tous les acides aminés indispensables, et souvent on les associe avec des céréales, ce qui est fait assez classiquement dans des plats traditionnels.
On prend souvent l'exemple du couscous, mais à travers le monde, on a des tas d'exemples de recettes traditionnelles qui associent légumineuses et céréales et qui permettent d'avoir un apport équilibré en acides aminés indispensables. Ça n'empêche pas qu'il faut avoir, comme ça a été dit, également des apports en protéines animales pour avoir une couverture de l'ensemble des besoins, pas que en protéines, mais également en fibres, en vitamines, en micronutriments divers et variés. Ça c'est bien important à rappeler quand même, ce n'est pas une compétition entre protéines végétales et protéines animales. Hein. C'est surtout pas une compétition, c'est une complémentarité qu'on doit avoir au niveau de l'offre alimentaire. Et l'alimentation est par définition complexe, multiple, et doit associer différents composants qui permettent de répondre à l'ensemble des besoins de l'individu. Mais il faut quand même rééquilibrer, on l'a vu, 50-50 c'est mieux. Alors effectivement, 50-50 c'est mieux, puisque l'excès de protéines animales, effectivement, est ni bon pour la santé, ni bon pour la planète. Et l'avantage d'amener des protéines végétales en plus, c'est par exemple d'amener plus de fibres. Et on sait qu'on a aussi des déficits en fibres dans l'alimentation occidentale. Donc c'est une vraie opportunité, en diversifiant cette offre et cet apport protéique par des protéines végétales, d'améliorer le système alimentaire dans son ensemble. D'accord. Laurent Rousseau, je me tourne vers le producteur. Alors sous nos latitudes et notamment en France, la production de protéines végétales provient principalement du colza et du tournesol. Le colza et le tournesol qui font d'ailleurs partie des têtes de rotation des agriculteurs. Mais parmi ces protéines végétales, on produit aussi des légumineuses. Alors quelles sont les principales légumineuses que nous produisons, en plus du soja bien sûr? On produit essentiellement quantité de lentilles, par exemple. On a 17 000 hectares de lentilles. Et ce qui fait la différence avec de nombreux pays, c'est qu'on le fait sous signe de qualité, avec des labels. Surtout dans le Puy, dans la région du Puy, Berry, les lentilles du Puy. Puy, Berry aussi. Ouais. Pas uniquement le Puy, mais effectivement, il y a des lentilles qui sont des signes particuliers de qualité, qui sont particulièrement reconnus pour ça. Ce que je voudrais dire, c'est que lorsque on consomme à peu près un peu plus d'1,4 kg par an et par habitant de légumineuses, de produits de protéines végétales de cette origine. Et on en importe pour ça 80%. Ça veut dire qu'on a un vrai besoin de production pour arriver à couvrir déjà, à l'heure actuelle, les besoins de consommation du pays. Il n'empêche qu'on a un vrai savoir-faire sur les pois chiches aussi, sur les pois, et pas uniquement pour l'alimentation animale, humaine, mais aussi pour l'alimentation animale, il faudra qu'on en parle aussi. Mais justement, dans cette production française, quelle est la part qui est destinée à l'alimentation humaine? Elle est, on va dire, ça dépend des cultures, mais on va dire la moitié par l'alimentation animale. Par exemple, sur les pois, lorsqu'on cultive des pois ou févroles, si on prend l'ensemble des protéagineux, une quantité relativement importante part vers l'alimentation animale et une autre partie vers l'alimentation humaine, mais la majorité chez nous, dans certains types de protéagineux, par exemple, partent vers l'alimentation animale pour fournir aussi de la protéine animale. Et c'est là, vous l'avez évoqué dans le reportage, c'est qu'il y a aussi un besoin d'interdépendance entre la production de protéines animales et protéines végétales pour arriver à couvrir l'ensemble des besoins. D'accord, mais on sait par exemple que pour nourrir du bétail, il faut beaucoup de soja aujourd'hui. Pas uniquement. Pas uniquement, on est d'accord, mais dans la production de soja, en France, il y en a une grande partie qui est destinée au bétail, et puis je crois 25% à peu près destinée à l'alimentation humaine. Un peu de soja, mais on produit aussi des protéines végétales venant d'autres origines qui permettent de nourrir le bétail. Et aujourd'hui, par rapport aux besoins de nos producteurs, nos éleveurs, on a un déficit d'à peu près la moitié. C'est-à-dire qu'on importe autant que ce qu'on consomme en France pour produire la protéine animale dont on a besoin déjà. Donc, ouais. C'est un petit peu tout le problème d'ailleurs, et on n'y peut rien, c'est qu'on a besoin de beaucoup de soja pour le bétail, on importe beaucoup du Brésil notamment. Ouais. Est-ce que le but justement de la France, c'est de devenir beaucoup plus autonome, oui, et donc de dégager des terres pour produire du soja à destination du bétail? Alors, on a besoin pour alimenter le bétail, on a besoin de protéines venant du soja, mais pas uniquement. Par exemple, en France, depuis qu'on cultive par exemple du colza, le colza qui au départ était cultivé pour l'huile a permis de produire aussi des tourteaux qui ont permis de nourrir une partie du cheptel et donc d'augmenter notre indépendance protéique pour l'alimentation animale. Les pois aussi ont été très fortement mobilisés
pour aussi augmenter notre indépendance. Et il y a un travail actuellement pour promouvoir et pour développer une filière soja, effectivement, français, tracée, de qualité, pour justement abonder à la fois l'alimentation humaine, parce qu'on consomme beaucoup de soja humain pour l'alimentation humaine, et puis le soja pour l'alimentation animale. Oui, parce qu'on reproche notamment à certains sojas de contribuer à la déforestation, c'est un petit peu le problème ailleurs dans d'autres pays. Voilà. Mais est-ce que le marché des protéines végétales est aujourd'hui attractif pour les agriculteurs français? Il est, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la difficulté n'est pas de vendre, c'est de produire. On a de gros sujets de capacité en volume, c'est-à-dire de capacité à produire avec suffisamment de volume et de rendement. C'est des cultures qui nécessitent une technicité toute particulière, qui sont très sensibles à certaines maladies, au changement climatique, et donc il y a un besoin d'augmenter à la fois, d'avoir des variétés qui soient de plus en plus adaptées à nos milieux, qui soient dans les logiques de rotation de culture, vraiment adaptées à nos capacités de culture, et de stabiliser un rendement pour qu'on ait un approvisionnement pour l'aval, pour la production in fine, qui soit suffisant. Aujourd'hui, on est encore à travailler sur améliorer les conditions de production pour fournir. D'accord. Et il faut préciser aussi, mais on va y consacrer une émission entière, que quand même la culture des légumineuses, c'est bon aussi pour la terre, c'est bon pour la fertilité de la terre. Donc c'est bon aussi pour les agriculteurs. On utilise moins d'intrants. Enfin, on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est important pour la planète aussi. Ah oui, et ça, les agriculteurs en sont conscients. Et d'ailleurs, ils augmentent leur capacité dans leur rotation d'intégration des légumineuses, de culture. Dans le sud-ouest, par exemple, on a énormément de sollicitations pour voir comment implanter plus de pois chiches, de lentilles, etc. Donc il y a une vraie prise de conscience d'intégrer les légumineuses dans les rotations de culture. D'accord. Donc les légumineuses, c'est bon pour la santé, c'est bon pour la planète, c'est bon pour la sécurité alimentaire. Ça, c'est un des points forts qu'il faut souligner. Ça signifie que les légumineuses, on peut les cultiver aussi dans des pays où les terres sont arides. Oui. C'est ça? Oui, on peut les cultiver sur les sols qui sont assez pauvres et dans les conditions où il n'y en a pas beaucoup de pluie. On a besoin, pour produire par exemple 1 kilo de légumineuses, on a besoin de 1250 kilos d'eau. Et par exemple, pour le bœuf, pour la même quantité, on a besoin de 10 fois plus de l'eau. Donc, il y a l'empreinte en eau pour les légumineuses qui est très favorable et qui est défavorable pour les viandes. Mais ça pousse partout, Jean-Michel Chardigny, les légumineuses, ça peut pousser à peu près sur toutes les terres? Oui, je crois que ça peut pousser selon les espèces et les variétés dans beaucoup de zones sur la planète, effectivement. Et vous faites des recherches dans ce sens-là? Alors, il y a des recherches qui sont menées notamment par les collègues agronomes, justement, pour développer des systèmes de production, y compris des systèmes de production en culture associée, c'est-à-dire où sur la même parcelle, on a 2 espèces et on retrouve céréales et légumineuses sur la même parcelle. D'accord. Est-ce que c'est accessible à toutes les populations, en fait, les légumineuses? C'est accessible, oui. Ça n'a rien à voir avec les protéines animales? C'est quand même des protéines qui coûtent pas cher par rapport aux protéines animales et qui sont justement une opportunité pour la sécurité alimentaire. Et il faut bien entendre par sécurité à manger pour tout le monde. Et qui peuvent se conserver longtemps sans perdre leurs nutriments? Tout à fait, oui. Les légumes secs, par définition, se conservent assez facilement sur des durées relativement longues. Plus facile de conserver des pois chiches que des œufs ou de la viande. Ce qu'on observe aussi, c'est qu'on regarde le taux d'incorporation, parce qu'on parle des légumineuses, par exemple, quand on fait cuire des lentilles, on a des plats de lentilles, mais il y a aussi l'incorporation comme ingrédient dans l'alimentation composée des protéines végétales. Et on a un taux d'incorporation qui augmente d'année en année. C'est-à-dire que les industriels, les fabricants de produits alimentaires utilisent de plus en plus les protéines végétales dans les préparations, et donc ça augmente à la fois les équilibres dont on parlait tout à l'heure, mais ça augmente du coup la demande en protéines végétales qui doit être fournie et qui n'est pas toujours au rendez-vous. D'accord. Alors comment faire quand même pour augmenter en France et partout sur la planète la production de légumineuses? Je vous propose d'écouter les conseils, ou plus exactement les propos de ce conseiller de la FAO. Écoutez. Aujourd'hui, le monde produit à peu près 80 millions de tonnes de légumineuses. Toutefois, la production est géographiquement très concentrée. L'Inde, par exemple, est le premier pays producteur,
représente à elle seule un quart de la production mondiale. Il y a plusieurs contraintes dans la production des légumineuses. Cela va des insectes à des maladies, au climat, à des précipitations incertaines, passant aussi par des contraintes institutionnelles, infrastructurelles. Il est de plus en plus évident que la clé pour augmenter la production de légumineuses à échelle mondiale est politique et non pas simplement technique. Dans beaucoup de pays, il y a des politiques agricoles qui accordent une préférence à la production et l'autosuffisance en céréales. La production de légumineuses a été systématiquement déplacée vers des zones marginales, laissant les zones fertiles à d'autres cultures. On a besoin surtout de politiques et de programmes appropriés pour renforcer les systèmes de production de légumineuses sur le terrain, pour encourager la commercialisation des légumineuses dans des systèmes commerciaux locaux et aussi pour renforcer des habitudes de consommation plus durables. Laurent Rousseau, ce conseiller de la FAO dit clairement que dans beaucoup de pays, on a privilégié les céréales sur les légumineuses. Est-ce que c'est le cas aussi en France? On peut le dire, oui, globalement, hein, parce que c'est une question de choix de production depuis des décennies. Hein. Aujourd'hui, il y a une vraie volonté de diversification, à la fois liée aux enjeux qui ont été évoqués, hein, des enjeux de diversification liés aux pratiques culturelles et agronomiques, mais aussi pour des raisons d'indépendance économique et de capacité de production, de transformation, de production économique pour que nos industriels puissent se sourcer, avoir les matières premières à proximité. Donc, effectivement, on est en changement important actuellement qui est accompagné par l'ensemble des professionnels. Oui. D'accord, on fait un changement important. Il y a un joli exemple à donner quand même dans les pays occidentaux. C'est celui du Canada. Non, le Canada produit beaucoup de légumineuses. Alors effectivement, le Canada produit beaucoup, a un espace disponible important, oui, et a lancé toute une politique de soutien aux pulses, donc aux légumes secs qui ont été évoqués tout à l'heure. oui. Effectivement, le Canadien moyen consomme 5 ou 6 fois plus de légumes secs que le Français moyen, ce qui est une différence énorme, et donc la marge de progrès pour nous, Français, est énorme également. Pour la consommation interne, mais aussi pour l'exportation. Oui. Pour le Canada, oui, Canada, effectivement, le Canada exporte énormément, bien sûr. Et pourquoi ils se sont lancés? Parce qu'ils ont trouvé qu'il y avait un vrai marché à développer? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, l'histoire est que quand il y a le prix de blé, ça change beaucoup d'une année à l'autre. Donc, le Canada a trouvé qu'il faut stabiliser plus les salaires pour les fermiers. Donc, ils ont fait la politique de faire une rotation entre l'orge, le blé et les légumineuses. Et ils sont devenus un des plus grands exporteurs. Ils exportent beaucoup vers la Chine, vers le Japon, notamment. Laurent Rousseau, aussi en Europe. Et en Europe. Et vers l'Europe. Ça peut être un bon exemple pour la France? Ça peut être un bon exemple. Simplement, l'histoire des pays ne sont pas les mêmes. Hein. C'est-à-dire que la question, le Canada, d'avoir une configuration agricole qui lui est propre, avec des grandes surfaces et une politique de production céréalière qui lui est propre aussi, et qui s'avère que dans cette situation-là, le fait d'intégrer et d'avoir fait le choix de développer massivement les protéagineux et les légumineuses a été très favorable. Je pense qu'on peut aussi envisager ce genre de choses en France, sachant que dans notre situation, à surface égale, on a énormément de diversité de bassins, de capacité de production, une très grande hétérogénéité. On ne peut pas raisonner avec les mêmes masses et les mêmes logiques. Hein. Mais on doit pouvoir relever le défi. Alors justement, pour conclure, je vais vous demander à chacun, que faut-il pour encourager les cultures de protéines végétales pour l'alimentation humaine? Quel levier il faut utiliser d'après vous? Il y en a plusieurs à la fois. Le premier, c'est d'abord de changer l'image de ces produits pour le consommateur. Donc il y a un gros travail d'accompagnement parce qu'on a encore en tête ces produits, les légumineuses en termes de consommation directe, ont une image de produits comment dire, qui ne sont pas forcément aussi valorisés, et ça commence à arriver. Produits un petit peu austères. On va consacrer une émission etc. Donc là, il y a un problème d'image. La deuxième chose, c'est une question d'accompagnement aux capacités productives. C'est-à-dire qu'il y a un vrai
un travail qu'on fait d'ailleurs avec le centre technique et l'INRA, nos centres techniques Terrinovia et l'INRA, pour faire en sorte que, et avec l'ensemble des familles professionnelles et l'ensemble des opérateurs, pour faire en sorte qu'on ait les bonnes variétés, qu'on sache les cultiver correctement. Donc plus on fera en sorte que ce soit facile et que ce soit faisable, plus on aura de production. D'accord. Jean-Michel Chardini, qu'est-ce que vous en pensez? Quels sont les verrous qu'il faudrait faire sauter? Alors, il y en a effectivement plusieurs, mais si je devais en retenir un, c'est bien l'éducation du consommateur et que les légumineuses soient positionnées dans les sources de protéines et pas dans les féculents comme elles le sont, avec une connotation plutôt négative. Ah d'accord, c'est déjà de mieux définir et de mieux présenter le produit alors. Les légumineuses, dans les pyramides alimentaires en Amérique du Nord, sont positionnées avec la viande, le poisson et les œufs comme des sources de protéines. C'est clairement pas le cas en France. D'accord. En France, on les a oubliés un petit peu, on les cache ou on n'en parle pas? Elles ont une image désuète, comme Laurent Rousseau l'a dit, et puis on les qualifie de féculents avec une connotation donc plutôt négative. Absolument, alors qu'aujourd'hui, on peut en faire des plats absolument merveilleux. On va voir ça dans une autre émission. Et pour conclure, alors, Ruth Charondière, qu'est-ce que vous en pensez, vous, votre regard étranger sur la France, justement? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on produise ou qu'on consomme plus de légumineuses? Je pense que la FAO dit que si on veut vraiment faire un changement, il faut changer la production, le commerce, la transformation et la consommation. Il faut tout changer. Il faut tout changer parce que si on change seulement une partie, si les autres ne suivent pas, à la fin, on n'a pas l'effet qu'on veut avoir. Donc il faut organiser toute la filière. C'est ce qu'on est en train de se faire. C'est ce que nous faisons. Il faut qu'on travaille tous ensemble sur la production, faire plus de recherche, peut-être avoir plus de subsides et aussi pour la commercialisation. Et pour les produits, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup de produits encore qui contiennent assez ou suffisamment de légumineuses. Et à la fin, je pense on va réussir. Et c'est pour ça qu'il y a cette année des légumineuses, c'est pour encourager tout ce mouvement. Vous, la FAO, vous êtes basé à Rome, en Italie. Les Italiens mangent plus de légumineuses ou pas? Oui. Oui? Oui, oui. Ah oui, pourquoi? On a Parce que beaucoup la de FAO plats est en Italie, la pasta et les flageolets. On a vraiment beaucoup. En plus, il y a des régions qui sont visitées, qui sont des lieux touristiques dans la floraison. Mais nous aussi, on a des très belles régions où on peut manger des légumineuses, je vous le garantis. Mais les gens, ils viennent pour voir la floraison. Donc, c'est une attraction touristique en plus. Pas seulement gustative, mais en plus des yeux. Merci beaucoup pour cette promotion du tourisme en Italie. Merci d'avoir participé à cette émission. Je vous donne rendez-vous dans une toute prochaine émission, d'ailleurs, pour développer plus en détail les aspects nutritionnels des légumineuses et la façon aussi de les cuisiner, de les préparer, parce qu'on vient d'en parler, c'est extrêmement important. Et puis si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, je vous renvoie au dossier que nous avons publié sur l'espritsorcier.org, consacré aux protéines végétales et comment nourrir la planète demain, un dossier que nous avons fait en partenariat avec la Fondation Avril. À très bientôt.